Bonjour à tous, bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté de vous joindre à nous pour ce cycle de conférences en ligne sur des sujets autour de la cyberjustice. Alors, au laboratoire de cyberjustice, on a commencé en 2017 un projet qui s'appelle Autonomisation des acteurs judiciaires par la cyberjustice et l'intelligence artificielle. Dans ce projet qui réunit une cinquantaine de chercheurs et une quarantaine de partenaires, nous étudions l'application des nouvelles technologies dans le milieu judiciaire pour améliorer l'accès à la justice notamment, mais également l'impact de telles technologies sur les pratiques. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le professeur Pierre Trudel et le professeur Nicolas Vermès pour nous parler des audiences virtuelles et en particulier de la question de la publicité des débats, puisque dans le contexte actuel, nous sommes face à une situation où les audiences virtuelles se multiplient. On peut se demander si les principes et concepts qui entourent les procédures judiciaires et notamment les audiences peuvent être répliqués dans la sphère virtuelle. La parole est à vous, Monsieur Trudel. Oui, alors, écoutez, lorsqu'il est question de caractère public de la cyberjustice, bon, en fait, c'est essentiellement poser la question de comment on transpose dans l'univers de la cyberjustice les valeurs et les notions, les principes juridiques, les droits et les obligations qui sont associés au caractère public de la justice. On va constater très rapidement que le fait de basculer dans un environnement en ligne ou dans un environnement technologique qui n'est plus caractérisé par la présence simultanée en un même lieu et en un même temps des personnes qui interviennent ou qui participent au processus judiciaire, ça a un certain nombre de conséquences. Et s'agissant du caractère public, on signale généralement dans la littérature la fin de ce que les auteurs et ce que la Cour suprême des États-Unis a appelé l'obscurité par défaut. En somme, si on veut caricaturer, le principe de caractère public de la justice, il est supportable pour un grand nombre de personnes en raison du fait que personne accède ou que très peu de gens accèdent aux informations qui existent ou qui sont produites dans le cadre des processus judiciaires. Donc, tout se passe comme si ce principe était tolérable parce que peu de gens s'en prévalent. Enfin, le principe de publicité de la justice serait tolérable, surtout pour cette raison. Parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que dans le schéma judiciaire traditionnel, il y a un déséquilibre marqué à l'encontre du public, finalement. Ce sont les parties qui ont la possibilité de s'adresser au tribunal. Ce sont les parties qui, souvent, contrôlent la façon dont le débat va être articulé ou présenté devant le tribunal, tant et si bien que, très souvent, on constate que l'une et l'autre des parties impliquées ont intérêt à ce que le processus judiciaire soit le moins public possible. Donc, on tolère qu'il soit public, mais il est structuré de telle manière que ceux qui y participent ont un très grand nombre de possibilités pour le rendre beaucoup plus obscur si l'obscurité pratique ne suffit pas. Tant et si bien qu'il a fallu, effectivement, au Canada, qu'au début des années 90, dans l'affaire des Boys of St. Vincent, il a fallu que la Cour suprême ramène sur terre les gens. Hein, vous aviez, dans cette affaire-là, à l'origine, ce qui, pour quelqu'un qui s'intéresse aux droits du public à l'information, est absolument grave. Vous avez une juge qui se fait demander, en première instance, d'interdire la diffusion à la grandeur du Canada d'une série dramatique qui relatait des faits qui ressemblent aux faits associés à l'accusation à laquelle fait face l'accusé.
sans broncher, la juge émet une telle ordonnance, ce qui en dit long sur le déséquilibre je dirais, instinctif qui existe dans l'esprit des gens qui participent au processus judiciaire à l'encontre de l'information du public. Il y a un biais souvent marqué en faveur de la protection des droits de l'accusé, ce qui est bien. On s'aperçoit que très souvent, ça joue même contre les droits des victimes, ce qui est moins bien. Et quant aux droits du public, ben, ma foi, il a fallu que la Cour suprême ramène à l'ordre tout le système judiciaire canadien pour rappeler qu'il fallait y aller de façon un petit peu plus nuancée lorsqu'il est question de protéger le caractère public de la justice. Dans le cas de l'affaire des Boys of St. Vincent, c'était encore plus absurde, puisque finalement, on allait jusqu'à interdire une fiction qui relatait des situations semblables. Mais on n'a pas besoin d'aller très loin. Là, il y a quelques années, un tribunal, dans une injonction, a même interdit une série télévisée qui reprenait de manière documentaire des événements. Et là, on avait donné raison, du moins dans la première étape de l'émission de l'ordonnance, on avait donné raison au curateur public qui intervenait pour protéger une personne qui avait été libérée d'une accusation criminelle pour cause d'aliénation mentale, au motif que le fait de revoir à la télé la représentation dramatisée de ces faits criminels ou de ces faits néfastes, ces deux meurtres en fait, ce serait de nature à le perturber. Et donc, au nom de cette perturbation d'un individu, on n'hésite pas, à tout le moins dans une injonction provisoire, à supprimer, à priver une population entière d'un documentaire. Alors, c'est dire que le déséquilibre est déjà très lourd contre le caractère public de la justice. Le réflexe de base, c'est de cacher à la moindre occasion. Et donc, quand on parle de transférer dans l'univers cyberjustice le principe du caractère public, je pense qu'il faut a priori se méfier des différents procédés, puisqu'il est particulièrement prévisible, il me semble, que les systèmes judiciaires, s'ils sont laissés à eux-mêmes, vont avoir tendance à opter pour l'obscurité et pour mettre le couvercle sur la transparence s'il n'y a pas de balise. En somme, et la deuxième idée, finalement, que l'on retrouve dans cette notion, c'est que l'obscurité, par défaut, protégerait le droit à la vie privée, comme si ce droit était si important qu'il rendait secondaires les autres droits reliés et les autres valeurs associées au caractère transparent de la justice. Mais on veut, en fait, reconstruire ce qu'on pourrait appeler une anomalie, en fait. Hein. Quand on parle de l'obscurité par défaut ou l'obscurité pratique, bien, en fait, on veut essentiellement amener l'idée que cette obscurité pratique, elle est bonne, elle protège, par conséquent, il faut la reproduire. Si on a la chance de développer des technologies qui permettraient de réduire cette obscurité, bien, il faut absolument la rétablir parce que finalement, on la postule comme étant plus importante, comme étant meilleure, en quelque sorte, que la transparence que procure une plus grande accessibilité à l'information. Et c'est souvent au nom de ce type de raisonnement de l'obscurité pratique que l'on va vouloir intervenir. Évidemment, le cas le plus classique qui est souvent associé à cette idée d'obscurité pratique, ce sont les dispositions ou les dispositions maintenant en Europe, mais également les décisions judiciaires qui ont précédé et qui ont conduit, et qui consistent essentiellement à brider ou à censurer finalement les moteurs de recherche au motif justement qu'ils permettent de résoudre le problème de l'obscurité pratique, c'est-à-dire qu'ils rendent plus facile de trouver des informations publiques
Et donc, étant donné qu'il rend plus facile de trouver des informations publiques, on va dire qu'il faut les censurer pour cette raison-là. C'est l'histoire du droit de demander la censure des moteurs de recherche là, que les instances européennes ont introduit dans le droit positif européen au nom là, du droit à la protection des renseignements personnels dans des décisions qui, faut-il le rappeler, ne disent pas même même pas un mot sur l'idée que le public a le droit, a priori, le droit de rechercher librement des informations qui sont licitement dans le domaine public. Il faut quand même le faire. Moi, je pense que ça fait 40 ans que je fais du droit et je n'ai jamais vu une décision aussi conceptuellement biaisée de toute ma vie. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut appréhender avec beaucoup de précaution les propositions d'essayer de rebâtir une série de camouflages pour protéger la vie privée dans le contexte de la cyberjustice, au nom de cette idée selon laquelle la cyberjustice ou les processus judiciaires en ligne, les technologies qui en viendraient en quelque sorte rendre plus directement disponibles les informations associées au processus judiciaire deviendraient plus facilement disponibles et du coup, essayer de les recensurer. Dans le texte qui, effectivement, me paraît être le plus fondamental et le plus éclairant là-dessus, celui que mon collègue et ami Nicolas Vermès a fait dans ce livre Access to Justice. Bon, c'est Karima Smouk qui m'a rappelé ce texte. Je l'avais lu à l'époque et ce livre qui est un des livres de chevet quand cet ouvrage-là, ben, ça m'a effectivement rappelé parce qu'il y a là-dedans une revue très intéressante et très exhaustive des enjeux. Et à juste titre, Nicolas Vermès fait état d'un certain nombre de pistes et, pour essayer de rétablir cet équilibre, puisqu'on a on a beau avoir des craintes à l'égard des possibles réflexes qu'on pourrait observer dans le système judiciaire qui consisterait en quelque sorte à essayer de cacher au cas où, il y a tout de même un besoin d'assurer un équilibre. Il peut être nécessaire, bien évidemment, d'assurer la protection d'un certain nombre d'équilibres de façon souvent très contextuée dans le système judiciaire. Et à cet égard-là, bien, effectivement, l'article 24 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information a été étudié dans cet article de Nicolas Vermès, un article qui partait et part toujours d'une bonne intention. En fait, c'est un article qui consiste à dire que qui introduit l'idée que l'on peut en quelque sorte, restreindre la portée des fonctions étendues de recherche, puisque souvent l'obscurité pratique est déjouée ou mise à mal précisément par la disponibilité de ces ces outils techniques comme les moteurs de recherche qui permettent justement de rechercher de façon automatisée avec une efficacité considérable un certain nombre d'informations qu'il faudrait souvent des semaines, voire même des mois à une personne qui agirait de manière manuelle, finalement, en utilisant des outils manuels. Une personne qui se servirait que de ces outils manuels pourrait mettre des mois et des semaines, des heures, des mois et des semaines pour retrouver de l'information. Et donc, ce type de capacité ou de facilité à retrouver de l'information peut en effet mettre à mal un certain nombre de valeurs associées à la vie privée. Et c'est en vertu de cette intuition qu'avait été mise en place dès 2001 dans l'article 24 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cet article 24. Un article qui, par contre, pose problème parce qu'il repose sur l'idée que l'accès à de l'information qui a été rendue publique ou qui a un caractère public pour une finalité déterminée, bien, son accès doit être restreint à cette finalité.
Alors, ça partait d'une idée généreuse. L'ennui, c'est que on a appliqué jusqu'à maintenant cet article-là, justement, probablement avec les mêmes réflexes d'obscurité que l'on peut observer à l'égard de ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans le système judiciaire lorsque l'obscurité pratique semble déjouée par la technologie. On l'a appliqué en inventant des finalités. En fait, pour justifier de censurer, on invente une finalité. Par exemple, pour justifier de ne pas permettre l'accès à certaines informations qui sont dans un registre public, comme le registre foncier ou le registre des entreprises, ben, on invente une finalité à ce registre et on censure en conséquence. Or, c'est là que l'approche d'une méthode comme celle-là devient dangereuse. C'est-à-dire que si on permet au système d'inventer à la pièce un certain nombre de finalités, un certain nombre de raisons pour lesquelles on peut censurer, et que ça, c'est pas suffisamment balisé, mais il est à craindre que le caractère public y passe complètement, finalement. Il va ne rester que des insignifiances qui vont demeurer disponibles pour le public. Et donc, c'est probablement en encadrant la faculté des décideurs de qualifier les informations dont on réclame qu'elles soient exclues de la vue du public qu'on aurait le plus de chances de procurer cet équilibre. Donc, il faudrait que le décideur puisse, avec un encadrement beaucoup plus strict, déterminer en vertu de quelles raisons, pour quels motifs, au nom de quelle valeur et surtout de quel intérêt démontrable l'information devrait être soustraite à son caractère public. Donc, ça peut probablement, dans certains cas, tomber sous le sens. Déjà, les tribunaux qui ne sont pas des cybertribunaux reconnaissent que certains aspects de l'intimité d'une personne, certaines informations qui pourraient permettre, par exemple, de connaître le domicile d'une personne ou un certain nombre d'informations qui pourraient permettre à des personnes mal intentionnées d'aller s'en prendre à cette personne, s'il s'agit, par exemple, d'une victime ou d'un accusé ou d'un témoin. Ben voilà des informations qui doivent être protégées et à l'égard desquelles il est possible d'identifier des raisons démontrables pour les soustraire à leur caractère public. À l'inverse, ben, il y a des informations à l'égard desquelles le caractère public est plus difficile à contester. Si on prend un exemple, l'exemple le plus connu, je vais le citer en dehors du processus judiciaire en tant que tel, c'est toute cette controverse autour de la censure de certaines informations qui figurent au registre des entreprises, par exemple. Par exemple, on a déterminé, à partir d'un raisonnement éminemment contestable, à mon sens, quant à la finalité du caractère public du registre, que c'était pas possible, ça ne devait pas être possible de rechercher par nom de personne pour savoir qui est impliqué dans telle ou telle entreprise. Donc, on a inventé une finalité très restreinte et on a exclu la possibilité, par exemple, que des journalistes d'enquête fassent de la recherche croisée pour savoir qui trempe dans telle ou telle entreprise. Alors là, voilà un exemple où on a postulé de façon un peu rapide et de façon un peu abusive, à mon sens, des intérêts de vie privée. D'abord, on a postulé que le fait d'être impliqué dans une entreprise à titre d'administrateur, c'est quelque chose qui relèverait de la vie privée, ce qui quand même, il me semble, aurait nécessité une démonstration un peu plus rigoureuse. Et donc, voilà un exemple où on a fait prévaloir des intérêts qui sont des intérêts finalement de camouflage plutôt que des intérêts de véritable protection de vie privée ou de d'autres valeurs liées à la santé ou à la sécurité des personnes. Et donc, c'est contre ce type
de tentation ou ce type de risque de dérapage qu'il me paraît important d'assurer en quelque sorte l'architecture du cadre juridique qui devrait assurer et garantir le caractère public de la justice dans un contexte de cyberjustice. Alors voilà pour pour mes remarques. Voilà, qui me semble mettre au point, là, ou enfin mettre ensemble ce qui me semble être les considérations essentielles pour aborder un pareil sujet. Est-ce que Nicolas, vous voulez faire une intervention? Oui, en fait, je suis évidemment d'accord avec les propos de mon collègue Pierre Trudel, que je remercie d'avoir été aussi gentil par rapport à mon article, qui le garde par contre comme un de ses livres de chevet. Moi, ce que j'en retiens, c'est que ça l'aide à dormir, ce que je trouve une excellente nouvelle. Mais trêve de plaisanterie, l'obscurité, l'obscurité pratique telle qu'il l'a appelée, ou j'utilise moi l'expression qui a été adoptée par le Conseil de la magistrature du Canada, qui est l'opacité dans les faits, ce que moi j'appelle en fait la sécurité par la paresse. Sécurité par la paresse pour deux raisons, parce qu'il y a une certaine paresse justement de la part de l'appareil judiciaire, du législateur, de dire, bien, on a justement cette situation où les gens ne vont pas aller au palais de justice, ne vont pas aller consulter les dossiers de la Cour, ne vont pas aller en salle d'audience pour assister. Donc, on n'a pas à se poser la question sur comment on devrait réguler justement sur cet équilibre entre, d'une part, la publicité des procès et l'importance, telle que l'a mentionné la Cour suprême, là, notamment dans l'affaire Radio-Canada, du fait qu'il y a une raison pourquoi les procès sont publics. Ils sont publics parce qu'on veut s'assurer les tribunaux font bien leur travail et qu'ils ne sont pas dans la poche d'une ou l'autre des parties, et parce que il y a cette vieille maxime là, qui est quelque peu erronée, mais à l'effet que nul n'est censé ignorer la loi. Bien, si je ne suis pas censé ignorer la loi, je dois avoir accès à la loi et à tout ce qui me permet de la comprendre. Et la jurisprudence est là pour comprendre la loi aussi. Donc, il y a une raison extrêmement légitime d'avoir une publicité des procès, mais en même temps, il y a un argument pour assurer une certaine confidentialité de certains éléments, comme l'a mentionné Pierre Trudel, parce qu'il y a des renseignements hautement sensibles qui sont communiqués dans le cadre d'un procès. Et parfois, le procès lui-même va avoir une teneur qui est hautement sensible, et on peut se poser la question des incidences qu'une trop grande transparence va avoir sur les participants au procès. Un témoin va peut-être être plus réticent à témoigner s'il témoigne devant une salle qui est complètement comble que s'il témoigne devant deux ou trois personnes. Donc, on doit se poser ces questions-là pour s'assurer, évidemment, que le processus judiciaire puisse suivre son cours et qu'on ait accès à cette information extrêmement importante qui est la décision des tribunaux. Paresse également, je reviens donc à ma qualification, l'obscurité dans les faits, de l'opacité, pardon, dans les faits, paresse, où on mise justement sur la paresse des gens, ou plutôt sur leur incapacité d'avoir accès à l'information, parce que la plupart d'entre nous travaillons et je ne peux pas décider de prendre mon après-midi pour aller au palais de justice et aller assister à plusieurs procès. Ce serait extrêmement intéressant, enrichissant, pour moi en tant que juriste, évidemment, mais en tant que citoyen également, mais je n'ai pas la capacité, le temps de le faire. Et donc, on mise sur cette paresse ou cette incapacité de se déplacer. Et donc, ce que la technologie nous force à faire lorsqu'on parle par exemple, dans le cas de la pandémie où on diffuse sur Internet certains procès, c'est de se poser la question de dire, bon, l'opacité par les faits, faisait qu'on n'avait pas à se poser aucune question sur comment on doit établir cet équilibre entre le droit du public d'avoir accès à l'information judiciaire et la protection des intervenants dans le processus judiciaire. Bien là, on doit maintenant se la poser. Parce que lorsqu'on constate, comme il s'est produit dans les dernières semaines, qu'il y a maintenant des procès qui sont diffusés sur Internet, il y a deux écoles de pensée présentement.
il y a ces procès qui sont diffusés, ou en fait qui ont lieu via des applications comme Teams ou comme Zoom, où les seules personnes autorisées à participer sont les parties, leur procureur, le greffier et le ou la juge. Mais ça, c'est complètement contraire au principe de publicité des procès. Il n'est pas normal que tout se fasse dans une salle close, simplement parce qu'on ne sait pas comment permettre aux gens du public d'y accéder. À l'autre extrémité, qui est tout aussi problématique, à mon avis, on a des cas de procès comme c'est produit par exemple au Kansas, où au Kansas, on a eu une audience un samedi matin et on a décidé de la diffuser sur YouTube. Pour la transparence, c'est fantastique. Qu'est-ce qui est arrivé? 3500 personnes ont assisté à une audience. La même audience aurait lieu au palais de justice. Peut-être une douzaine de personnes, tout en partout, auraient assisté. Donc, on doit se poser la question, est-ce que d'avoir autant de transparence, bien que ce soit extrêmement positif pour ce qui est du principe de publicité des procès, est-ce qu'il n'y a pas une problématique là où c'est rendu pratiquement un spectacle? On a fait la même chose en Ontario, où on a diffusé sur YouTube également un procès. Et là, c'est la même chose. Plusieurs personnes, certains par curiosité, notamment sur le processus en ligne, se sont connectés. Et j'ai pris une saisie d'écran des directives, pas de l'audience, parce que si je l'avais fait, je pourrais être poursuivi. Mais les directives qui ont été associées à la diffusion sur YouTube allaient comme suit. Section 136 of the Courts of Justice Act make it an offense to take or attempt to take a photograph, motion picture, audio recording of a court proceeding. Donc, si je fais une saisie d'écran, si j'enregistre ce qui est sur YouTube, à ce moment-là, je commets un acte illicite. L'ironie dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que la Cour n'a pas lu les conditions d'utilisation de YouTube parce que les conditions d'utilisation de YouTube prévoient qu'on les autorise explicitement. On leur donne une licence sur les contenus qu'on diffuse. Donc, il y a peut-être une problématique là. Mais même problème, c'est produit. L'entre-deux que certains tribunaux ont adopté, c'est de dire, on diffuse l'information à l'effet qu'il y a un procès qui va avoir lieu à telle date. On le diffuse aussi largement qu'on doit le faire. Par contre, on invite les parties ou les individus qui sont intéressés à assister. On invite ces personnes-là à communiquer avec le greffe pour obtenir le mot de passe pour pouvoir entrer dans la salle. Et donc, on peut ainsi éviter qu'il y ait simplement un flanage de gens qui se connectent et qu'il y ait un trop grand nombre de visiteurs. C'est loin d'être une situation parfaite et comme tous les éléments de la visioconférence qu'on a mis en place pour répondre à la pandémie, il y a évidemment énormément de questions qu'on va devoir se poser sur comment on devrait bien faire les choses. Pour l'instant, on essaie de s'adapter et de trouver des solutions qui sont les mieux adaptés avec les outils qu'on a sous la main. Mais il y a des questions sérieuses là parce que c'est une solution mitoyenne en deux extrémités qui sont, à mon avis, inacceptables, mais je ne suis pas certain que c'est une solution qui est bonne. Je pense que c'est une solution qui est moins mauvaise que les deux extrêmes du spectre que je vous ai présenté. Donc, il y a encore plusieurs questions qu'on doit se poser sur ces éléments. Parce que si on veut que l'appareil judiciaire fonctionne et continue à bien fonctionner avec l'information en ligne, ce serait ridicule d'une part de reproduire l'opacité dans les faits, parce que, encore une fois, comme l'a souligné Pierre Trudel, c'est une erreur de parcours ou c'est quelque chose qui a été généré simplement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit dans les faits, hein, c'est les faits qui font qu'il y a une opacité, ce n'est pas le droit, ce n'est pas la volonté des partis ou du législateur ou de la magistrature, c'est le contexte. Donc, comment est-ce qu'on peut s'éloigner de ça pour avoir un système plus transparent, profiter de la transparence que la technologie nous offre, mais en même temps s'assurer de protéger les parties, protéger les témoins, protéger les intervenants du processus judiciaire pour éviter qu'on tombe dans une situation où finalement les gens vont déserter les tribunaux simplement parce qu'ils ne veulent pas que leur vie soit diffusée aussi largement.
Et pour terminer, un exemple sur ça, il y a plusieurs années au laboratoire de cyberjustice, on avait une table de discussion et l'un des participants est un avocat qui pratiquait pour le ministère de la Justice fédérale en litige, donc, et dans un dossier avait décidé, c'est une question fiscale compliquée avec des fichiers Excel, et s'est dit, mais si j'ai ça sur une feuille et on va avoir des difficultés à suivre, donc a mis un écran immense dans la salle d'audience sur lequel il pouvait projeter les chiffres. Quand la partie appelante, en l'occurrence, est entrée dans la salle d'audience, a vu l'écran, il a immédiatement demandé de régler le dossier. Parce que ce qu'il ne voulait pas, c'est que sa vie privée, que ses chiffres soient affichés sur un grand écran et que tout le monde dans la galerie puisse voir ces informations extrêmement sensibles à ses yeux. Est-ce que ça, finalement, là, ça, c'est un cas, à mon avis, où la publicité du procès a nui à l'accès à la justice de cette personne-là. Parce qu'il a réglé finalement, non pas parce qu'il pensait ne pas avoir de cause, mais parce qu'il ne voulait pas que sa vie privée soit exposée au grand jour. Donc, il y a, lorsqu'on parle de mettre cette information-là en ligne au nom de la publicité des procès, il y a ce risque qu'il faut prendre en compte. Et c'est de trouver, comme l'a mentionné Pierre Trudel, l'équilibre entre ces deux objectifs tout à fait louables l'un comme l'autre. Très bien, merci. Est-ce que vous voulez rebondir, Monsieur Trudel? Ah, votre micro est en mute. Oui, alors écoutez, je pense en effet que ce que cette mise en place et en contexte permet de montrer, c'est à quel point on a besoin d'un mécanisme et d'un ensemble de règles et de raisonnements pour justement procurer ces équilibres. Finalement, on a besoin de rééquilibrer parce que, et c'est tout à fait caractéristique de ce qui se passe lorsqu'une technologie ou lorsque l'environnement technologique change. C'est-à-dire que ça provoque un déséquilibre, ça change les façons de faire, ça modifie les conditions dans lesquelles s'effectuent les activités et ça peut effectivement impliquer des modifications dans la perception des risques que l'on peut avoir, la perception qu'on peut avoir, pardon, des risques à l'égard de certaines valeurs, à l'égard des intérêts qui sont en cause. Et donc, le véritable enjeu, finalement, c'est comment imaginer un mécanisme qui soit efficace et qui assure l'équilibrage des intérêts qui sont en cause. Dans l'exemple que Nicolas vient tout juste de donner, on a l'impression que plutôt que de contraindre une personne, contraindre un justiciable à renoncer à son recours devant la justice, l'approche qui aurait dû être privilégiée, donc le cadre juridique aurait dû permettre de faire en sorte que le décideur soit invité à examiner les appréhensions qui sont en cause, voir dans quelle mesure il y en a certaines qui sont soutenables ou justifiées, quelles sont les informations que le public a besoin ou a intérêt à connaître compte tenu des impératifs associés à la transparence des processus judiciaires, et éventuellement assurer une modulation appropriée de cet équilibre, de cette obscurité, de cette transparence. En pratique, ça aurait voulu dire probablement de demander de rendre moins visible ou de rendre invisible certaines informations dans le fameux tableau Excel dont parlait à l'instant Nicolas Vermès. C'est ce type d'équilibrage-là qu'il va falloir apprendre à pratiquer de manière beaucoup plus régulière
qu'on avait l'habitude de le faire jusqu'à maintenant. Et donc, l'enjeu véritable, c'est vraiment celui-là. C'est par quel raisonnement arrive-t-on à déterminer, à départager, pardon, ce qui devrait circuler au nom de l'intérêt public et ce qu'il est légitime de cacher au nom de la protection de la vie privée. Alors, évidemment, si on fait ça, on va vite découvrir que dans certains cas, il y a des gens qui peuvent avoir tendance à vouloir camoufler toutes sortes d'informations parce que c'est pas quelque chose ça leur plaît pas que ça soit connu. Donc, autrement dit, on ne peut pas laisser s'en remettre simplement là, au désir ou aux sensibilités des individus ou à leurs intérêts de s'opposer à la circulation d'informations qui pourraient les indisposer. Il faut un critère objectif. Qu'est-ce qu'il est raisonnable qu'une personne raisonnable considère excessif de révéler dans un contexte de justice publique? Et en appliquant un test de cette nature, je pense qu'on peut procurer des équilibres. Ça ne permet pas, d'une part, de garantir une publicité puis une transparence complète et absolue, ce qui n'a jamais existé de toute façon. Ça ne permet pas non plus d'assurer la protection complète de toutes les dimensions de la vie privée que les justiciables pourraient vouloir protéger dans un monde idéal. Et donc, ça permet justement d'assurer cet équilibrage. Alors dans l'exemple de Nicolas, qu'a donné Nicolas Vermès, il se pourrait fort bien que ce justiciable, une fois que le juge ait rendu sa décision, demeure encore insatisfait de la révélation de certaines informations, mais il y a aussi une possibilité qu'il arrive à considérer que le processus judiciaire demeure un exercice pertinent dans son cas pour obtenir justice, en dépit du fait qu'il est obligé de compromettre finalement un certain nombre d'informations qu'il aurait préféré garder confidentielles. Au sujet de cet équilibre, j'ai une question. Que pensez-vous du rôle intermédiaire des médias? Si ce n'est pas possible d'avoir les 3000 personnes connectées ou personnes connectées, est-ce que à faire intervenir comme intermédiaire les médias pour la transmission d'un certain niveau d'information, je dirais, serait une solution d'équilibrage quelconque? Dans le cas des enfants, c'est même le fait de pouvoir vivre sans avoir à craindre les stigmates qui pourraient être associés à une trop grande publicité de leur nom. Alors voilà un mécanisme d'équilibrage qui peut se révéler intéressant, dans le sens que les médias deviennent en quelque sorte des chiens de garde. Il leur est loisible de regarder comment les choses se passent, mais sans par contre avoir la possibilité de rapporter tout ce qui se passe au public. Ça devient un filtre qui peut garder un œil sur le système judiciaire, donc contribuer à la garantie de transparence et à la garantie que le système judiciaire, justement, fonctionne de manière correcte, non biaisée, tout en protégeant la vie privée ou les autres valeurs que l'on doit protéger dans un contexte, dans un processus comme celui-là. Et donc, il me semble que là, il y a un modèle intéressant pour penser un certain nombre d'équilibrages qui doivent être faits. Évidemment, il y a des gens qui ont critiqué ça en disant que les médias deviennent en quelque sorte des espèces de complices du système judiciaire. Mais jusqu'à maintenant, dans la mesure où il y a des médias qui sont pluralistes et qui ont la liberté de couvrir ces événements-là en respectant un certain nombre de limites, et pour le reste, ils ont carte blanche, ils peuvent faire ce qu'ils jugent à propos, il me semble qu'on obtient un bon équilibrage.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, professeur Vermès? Poser une question? Oui, ben en fait, non, je suis du même avis. On n'a qu'à penser au cas de Eric et Lola, qui, il y a plusieurs années, évidemment, a fait beaucoup de vagues. Bon, bien que la plupart d'entre nous savons ou avons pu deviner qui sont ces individus, il reste que les médias ont fait preuve d'une grande discipline et ne l'ont jamais divulgué. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, pour le procès qui est diffusé, ben, peut-être qu'effectivement, ça serait une avenue à analyser, de dire, ben, on ne peut pas ouvrir à tout le monde en le mettant sur YouTube, on ne peut pas garder ça complètement fermé parce que c'est contraire au pilier qui est la publicité des débats. Par contre, on pourrait permettre seulement aux médias d'assister lorsqu'il s'agit de dossiers sensibles et ce sera le rôle des médias, comme il a été d'ailleurs la Cour suprême l'a même dit que la Constitution, justement, protège ce rôle qui incombe aux médias de nous informer sur le processus judiciaire et sur le résultat d'audience. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une solution mitoyenne qui est intéressante. Évidemment, la question qui me vient à l'esprit à ce moment-là, c'est comment qualifie-t-on ce qu'est un média et qui peut être un représentant des médias parce qu'on a ces blogueurs, des gens sur Twitter qui s'improvisent ou qui s'annoncent comme étant des membres de la presse. Et là, on peut se poser la question, en fait, c'est la question que je soumettrai à mon collègue Pierre Trudel, qui est un grand expert en droit des médias, de justement comment est-ce qu'on peut circonscrire la notion de média, qui est une question, je sais, sans réponse, mais je serais bien heureux d'entendre ces réflexions à ce sujet-là. Effectivement, je trouve qu'effectivement, on touche là un problème réel, c'est-à-dire la notion de média a éclaté au cours des années récentes et est appelée à éclater encore plus. Et de façon très concrète, on commence à rencontrer ce genre de problème. On se souviendra que l'an dernier, dans l'affaire de la tragédie qui a entraîné la mort de cette jeune enfant à Grenby, qui avait été victime là, de sévices dans le contexte familial, ça avait ça avait causé un émoi considérable dans la population et on comprend très bien pourquoi. Et certaines personnes, moi j'ai vu certaines personnes sur des réseaux sociaux intervenir. Ce n'est pas nécessairement des blogueurs professionnels, mais ce sont des gens qui, outrés et dégoûtés de ce crime, se sont mis à publier des photos de la victime, nommer son nom, donc révéler des informations sur la victime, et ce, en complète contravention là, avec les lois applicables. Et ce que ça permet de mettre en évidence, c'est que l'espace médiatique ne correspond pas uniquement avec ce qu'on pourrait appeler l'espace de diffusion traditionnel. Il n'y a pas nécessairement coïncidence. Désormais, le moindre individu, bien, comme le signalait Nicolas Vermès, le moindre blogueur, le moindre individu, le moindre personne qui a un compte de réseau social, un compte Facebook ou Twitter, a la possibilité de diffuser avec autant de portée, autant d'effets, si vous voulez, que les médias au sens professionnel du terme. Or, il se trouve en effet que les lois comme celles qu'on mentionne pour protéger les enfants ou protéger l'intimité familiale, ce sont des lois qui ont été conçues dans un environnement sociétal où on avait une idée des médias beaucoup plus précise que celle qui prévaut maintenant. Et donc là, on se retrouve dans la situation où il faut non pas parler alors de médias, mais parler des personnes qui vont en quelque sorte rediffuser l'information, les personnes en position de rediffuser de l'information. Donc, des personnes qui assistent directement, en vertu du principe de publicité des processus judiciaires, et
et donc, on a à inventer un système par lequel les personnes qui assistent ou les personnes qui ont connaissance, peu importe qu'elles soient des médias établis ou non, ben, soient l'objet d'un certain nombre de limites. Et donc, c'est des limites beaucoup plus difficiles à appliquer. Par exemple, des limites, on parlait de nul n'est censé ignorer la loi. Ben, dans l'exemple qu'on donnait à propos des révélations de l'identité de cette fillette là, assassinée à Granby, ben, c'est des personnes qui la connaissaient, semble-t-il, qui étaient dans le voisinage, qui étaient évidemment révoltés du crime. Certains même disaient ben, ces lois qui protègent son identité et qui interdisent donc de révéler son identité finissent même par la rendre complètement invisible. Et donc, c'est au nom finalement d'une intention de rendre hommage et de célébrer la mémoire de cette victime-là que ces gens-là, dans certains cas, violaient consciemment les règles de droit en vigueur. Et donc, ce que ça permet de mettre en relief, c'est la nécessité de recalibrer les règles de droit pour viser non plus seulement ce qu'on pourrait appeler les médias professionnels, ceux qui sont dotés de journalistes censés connaître les lois ou de rédacteurs en chef censés connaître les lois, mais ça peut vouloir dire peut-être de penser une régulation au niveau des environnements en ligne, comme le sont les réseaux sociaux. Et finalement, jusqu'à quel point les réseaux sociaux devraient-ils être mis à contribution pour participer à ce balisage entre ce qui devrait légitimement circuler et ce qui devrait être tenu confidentiel ou en tout cas ne devrait pas être communiqué au public dans le cadre d'un processus judiciaire. Et donc là, il y a une série de pistes à explorer finalement pour identifier de quelle manière de tels équilibres pourraient être faits. Pour l'heure, évidemment, on pourrait appliquer, dans l'exemple que j'ai donné, on pourrait dire, bien, les personnes qui ont pris sur elles, de violer les interdits de publier à l'égard de cette jeune victime pourraient avoir à en subir les conséquences. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est faisable pratiquement de commencer à pourchasser là, le moindre commentateur dans un réseau social qui s'aviserait de faire abstraction des règles de droit qui protègent les processus judiciaires et l'intimité ou l'identité des personnes vulnérables dans le cadre d'un processus judiciaire. Très bien. Est-ce que vous voulez... ça me fait penser à quelque chose. Pour moi, la publicité des débats, c'est aussi le facteur humain des procès qui peut avoir souvent une influence, comme pour les procès où il va y avoir une dimension humaine très importante, émotionnelle également. Le public dans la salle, généralement, va peut-être soutenir émotionnellement un des participants. Donc, la publicité des débats, ça peut avoir un bénéfice, des débats physiquement, je parle, ça a apporté des fois un bénéfice humain où quand il y avait des grandes contestations contre le racisme, etc., la salle était pleine. Maintenant, avec les audiences virtuelles, ça m'amène à me poser la question, et à vous donc à vous poser à tous les deux la question, est-ce que vous pensez que ces audiences virtuelles vont pouvoir reproduire, je ne sais pas si c'est une idée de reproduire d'ailleurs, une bonne idée de reproduire, mais le facteur humain des débats? En fait, c'est une excellente question dans la mesure et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, où le fait de diffuser ou de télédiffuser le débat et de dire, ben, bon, on interagit par visioconférence plutôt qu'interagir physiquement dans une même salle, on change de média, mais ça ne change pas vraiment les choses. Là, l'exemple que vous donnez est un excellent exemple pour démontrer qu'une telle affirmation est totalement fausse. Parce qu'effectivement, là où le juge qui siège dans une affaire où la salle est comble et où on voit les gens
dans la galerie, pardon, qui sont en train de réagir à un témoignage, bien que la personne qui siège soit quelqu'un qui tente de faire la part des choses, ça reste un être humain. Et de voir ces gens émotifs dans la salle, ça ne peut pas laisser quelqu'un complètement froid et on ne peut pas ne pas en prendre connaissance. Donc, effectivement, si ces gens sont en ligne, bien, j'en tiens plus compte. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça dépend évidemment du contexte, ça dépend du type de dossier, bon, etc. Donc, il y a une nouvelle discipline à apprendre de la part de tous les intervenants dans le processus judiciaire, que l'on parle des juges ou des avocats, l'avocat avec ses effets de toge pour la galerie, ben, ça n'a plus aucune utilité en salle d'audience. Certains diront que c'est une excellente chose. Par contre, encore une fois, dans certains cas, d'avoir le pouls de la société qui se retrouve dans la salle, ben, c'est aussi ce qui fait évoluer le droit. On se dit, ben, OK, peut-être que finalement, surtout dans les systèmes de common law, peut-être que finalement, on devrait faire évoluer les choses parce que clairement, la jurisprudence n'est pas au diapason avec là où on est rendu socialement en tant qu'État. Donc, il y a cette discipline que les acteurs vont devoir, cette nouvelle discipline que les acteurs du processus judiciaire vont devoir adopter. Oui, c'est intéressant, mais justement, on a l'impression que tout se passe comme si cette clameur à laquelle Nicolas Vermès fait référence dans une salle d'audience lorsqu'un témoin témoigne ou lorsque un avocat fait une plaidoirie, ben, est-ce qu'on ne la retrouve pas désormais justement dans cette espèce de murmure que l'on observe dans les réseaux sociaux? Les murmures plus souvent explicites, parfois profondément haineux dans certains cas, qui se manifestent et qui peuvent se manifester en direct par des tweets, des commentaires qui peuvent très facilement aller en ligne. Et donc, on a l'impression que cette réaction du public que l'on pouvait observer dans une salle fermée dans le processus judiciaire traditionnel, bien, c'est comme si elle se déroulait désormais dans l'univers dans lequel on trouve notamment les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à voir à l'égard de certains procès retentissants des commentaires que l'on trouve sur Facebook. Moi, il m'est déjà arrivé de présenter des articles d'écrire des articles de journaux pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans des procès très médiatisés, comme le procès de ce médecin là, qui avait tué ses 2 enfants. Et de recevoir par courriel ou sur mon compte Facebook un certain nombre de commentaires particulièrement fielleux qui n'étaient pas dirigés contre moi nécessairement, mais qui étaient finalement associés à l'horreur ou à la révolte que ça peut inspirer chez certaines personnes. Et on peut se demander si on n'est pas en train d'assister à une sorte de déplacement, c'est-à-dire que de déplacement de ce qu'on pourrait appeler la clameur de la foule, en quelque sorte. Historiquement, cette clameur, on pouvait l'observer dans la salle d'audience ou dans les corridors attenants, alors que maintenant, elle semble se déplacer, surtout avec, évidemment, la généralisation, si elle devait avoir lieu, des processus judiciaires en ligne. Ben, elle a toutes les chances de se déplacer dans les espaces en ligne, comme les réseaux sociaux. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait alors prendre en compte le fait que les décideurs tiennent compte de cet aspect-là, de la même façon qu'on peut, comme Nicolas Vermès le mentionne, qu'on peut estimer qu'ils ne sont pas indifférents à la clameur qui peut exister lorsque quelque chose se passe dans une salle d'audience. Il me semble que c'est de cette façon qu'il va falloir se poser la question. Est-ce qu'on n'est pas rendu dans un monde, est-ce que la cyberjustice ne nous transporte pas dans un monde dans lequel, finalement, on peut dire que la salle d'audience, c'est devenu
non seulement la salle d'audience physiquement délimitée, mais également tous les espaces sociaux dans lesquels peuvent s'exprimer les personnes au sujet de ce qui est débattu devant le tribunal. Je rebondirais. La problématique, c'est que c'est la modération. Dans les salles d'audience, c'est le juge qui modère la clameur, alors que sur les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux qui modèrent et parfois de façon aléatoire, je dirais. Mais donc, ça peut être particulier. Je sais pas si... Absolument, oui. Effectivement, il y a ça. Par contre, il y a une autre énorme différence, c'est que dans la salle d'audience, oui, le juge contrôle, mais le juge est exposé également et ne peut pas choisir de ne pas être exposé à moins de vider la salle, ce que, comme l'a mentionné Pierre Trudel, ne devrait être fait que dans les cas, des cas bien spécifiques. Alors que un juge peut très bien décider de ne jamais regarder un fil Twitter ou de ne même pas avoir de fil Twitter et à ce moment-là de ne pas être exposé à la clameur de la foule à l'extérieur de la salle d'audience. Et là, on revient à, encore une fois, on a deux extrêmes. Hein. D'une part, un juge qui subit les pressions de la foule, qui n'est pas nécessairement une bonne chose. À l'autre extrême, un juge qui ignore complètement l'opinion publique, ce qui n'est pas non plus une bonne chose si on est dans une affaire, dans un dossier où c'est une question qui n'est pas simplement juridique, mais qui a des répercussions sociétales. Le droit au mariage homosexuel, le droit de vote pour les femmes, ce sont des questions qui n'étaient absolument pas des questions juridiques, bien qu'elles aient été décidées dans un cadre juridique. Mais ce sont des questions sociétales. Et donc, on se retrouve encore dans cette situation où on va devoir se poser la question et on va devoir faire une analyse de comment ajuster le tir. Et c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure que c'est très bien ce qu'on voit présentement où on essaie de trouver des solutions rapides pour que la justice continue qu'on puisse continuer à rendre justice malgré la crise sanitaire dans laquelle on se retrouve, mais que lorsque, on l'espère, on va revenir à une situation normale où on va retrouver un rythme de vie un peu plus humain, qu'on ne va pas simplement dire, bon, mais ça fait 3 mois qu'on fonctionne comme ça par visioconférence, continuons parce que finalement, ça fonctionne. Non, il va falloir s'arrêter, faire une analyse bien réfléchie de ce qui s'est produit et de comment on peut s'assurer que si on continue avec des procès à distance, qu'on respecte tous les processus, qu'on respecte les droits de tous et chacun. Et ce n'est pas la première fois qu'on va avoir à se poser ce type de questions-là. Je me souviens encore lorsque Canly a été lancé au début des années 2000 et qu'on a commencé à diffuser de façon gratuite et extrêmement large la jurisprudence. Bien, les mêmes questions se sont posées parce qu'on s'est dit, bien, maintenant, la jurisprudence, tout le monde y a accès. Donc, les juges ont eu à s'autodiscipliner. Avoir un rôle, la jurisprudence aujourd'hui a un rôle beaucoup plus pédagogique que la jurisprudence d'il y a, j'allais dire 20 ans, j'oublie que je vieillis, d'il y a 30, 35, 40 ans. Aller ouvrir un recueil de jurisprudence des années 70, le vocabulaire utilisé est très différent, la structure des jugements est très différente et différente d'un jugement à l'autre. Il n'y a pas de structure générale d'une décision. Et l'information contenue, il y a des adresses, des numéros d'assurance sociale, des numéros de carte de crédit, etc., des noms de personnes mineures parce que la présomption revient à l'opacité dans les faits. La présomption était que personne ne va acheter un recueil de jurisprudence pour sa bibliothèque personnelle. Et donc, les seules personnes qui vont avoir accès à ces recueils, ce sont les juges et les avocats qui vont à la bibliothèque du barreau ou dans une bibliothèque de droit et consulter ces ouvrages. Maintenant que l'information est sur Internet, qu'est-ce qu'on voit? On voit des textes qui sont beaucoup mieux structurés ou structurés de façon beaucoup plus uniforme. Prenez à peu près n'importe quelle décision de la Cour supérieure et le plan est relativement similaire et avec un contenu qui est plus pédagogique
et avec un contenu où il y a une certaine autocensure, où tous les éléments, tous les renseignements qui ne sont pas pertinents pour répondre à la mission de la jurisprudence, qui est encore une fois la transparence du processus et de permettre aux individus de connaître leurs droits, bien, les informations qui ne sont pas nécessaires pour remplir ces missions sont évacuées. Et c'est une discipline que les juges se sont imposées pour répondre à cette informatisation. Et donc, maintenant, on doit s'imposer, tant les juges que les avocats, s'imposer cette même discipline en disant, ben voilà, il y a un plus grand public qui va assister aux audiences ou qui a une possibilité d'assister aux audiences parce que celles-ci sont en ligne, tout comme il y a un plus grand public qui pouvait lire la jurisprudence avec l'arrivée de Canely. Donc, adaptons notre façon de plaider, notre façon de rendre nos décisions, et ça va nécessiter un réapprentissage. Mais c'est, encore une fois, ce sera pas la première, c'est pas la première fois et ce sera probablement pas la dernière non plus. Merci, professeur Warner. Ça a conclu assez bien d'ailleurs la discussion. Est-ce que vous voulez conclure avec un petit mot, Monsieur Trudel? Écoutez, je pense que Nicolas a bien signalé le gros enjeu de toute cette situation, c'est-à-dire la nécessité pour les acteurs du système de justice de s'adapter, de modifier leurs réflexes, leur comportement, en tenant compte du contexte socio-technique dans lequel désormais la justice se déroule. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que ce changement existe. Il fut un temps où les tribunaux siégeaient dans des contextes où le papier était peu disponible. Et donc, si on regarde dans l'histoire, on se rend compte que l'attitude et la façon de se comporter est forcément susceptible de changer dès lors que le contexte socio-technique dans lequel se passent les activités judiciaires se déroule. Eh bien, écoutez, je vous remercie. La discussion était très intéressante.